Bienvenue dans Autrement dit pour cette dernière semaine électorale. Nous recevrons Rachida Dati pour Nicolas Sarkozy, Madame Arlette Laguiller pour Lutte ouvrière et Monsieur Jean-Marie Le Pen tout d'abord. Monsieur Le Pen, en matière de politique étrangère, quel type de président seriez-vous vis-à-vis des États-Unis, de l'Afrique, de la Chine, de l'Asie, de Poutine? Comment pourriez dessiner votre intention de politique étrangère? Elle est relative tout de même aux événements internationaux, parce que c'est ce qui amène quelquefois notre intervention et notre présence. Bon, il y a un certain nombre, nous avons des relations en quelque sorte qui sont traditionnelles, institutionnelles, par exemple avec l'Afrique, et puis tout de même en relation avec des événements qui peuvent quelquefois d'ailleurs être dangereux ou belliqueux avec le Proche et le Moyen-Orient. Et puis, en quoi changeriez-vous la politique actuelle de Jacques Chirac? Écoutez, c'est plutôt Jacques Chirac qui a fait la même politique que celle que je préconisais, puisque relativement à l'Irak, par exemple, je n'étais pas partisan de notre participation à la première guerre d'Irak. Et pour le reste, c'est en effet un des sujets sur lesquels je n'ai pas été en désaccord avec Jacques Chirac. Et il y en a pas beaucoup, et celui-là en est un. Et je crois que la France doit se garder de s'aligner sur un certain camp, elle doit garder ses distances, puisque elle a, je crois, une capacité d'intermission, n'est-ce pas, ou d'intermédiation dans ce genre d'activité notamment dans le conflit israélo-palestinien, par exemple. Entre autres, par exemple, en effet, et puis aussi dans le problème du Golfe, du Moyen-Orient. Alors, par exemple, sur la Tchétchénie, avec M. Poutine, vous auriez quel type de relation? Moi, j'ai une conception, alors ça, c'est une conception de l'Europe. Vous savez que je suis un eurosceptique, c'est-à-dire que je ne suis pas européiste, et je suis même un contempteur assez virulent de l'Union fédérale, enfin de l'Union européenne à vocation fédéraliste. Et j'ai une conception plus large et à la fois plus souple de l'Europe. C'est-à-dire que je souhaite que l'Europe s'étende de Brest à Vladivostok, et qu'elle intègre donc les pays slaves et la Sibérie, qui me paraissent constituer un ensemble que j'appelle l'ensemble boréal, mais évidemment qui ne serait pas soumise au même encadrement fédéraliste ou à vocation fédéraliste qui est celui de l'Union. C'est-à-dire que nous pourrions avoir nos nations, ce serait plutôt une Europe des nations, avec la possibilité pour celle-ci de garder une large partie de leur souveraineté, comme l'ont d'ailleurs fait certains pays qui font pourtant nommément partie de l'Union précisément, européenne. avant que Dominique Roder vous questionne notamment sur l'outre-mer, sur la Tchétchénie et M. Poutine, quelle est votre analyse? Écoutez, la Tchétchénie me semble être un des pays de conflit frontal entre le monde musulman et, on peut dire ça, le monde chrétien. On peut le dire maintenant que M. Poutine va à la messe. Avant, on ne pouvait pas le dire parce que c'était un organisme matérialiste et athée. C'était l'Union soviétique, mais qui avait, je crois, les mêmes problèmes, en fait. C'est une volonté d'indépendance d'une partie de la population et une guerre civile intérieure, parce que c'est vrai aussi qu'il y a des partisans de la Tchétchénie russe. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'ils ont voté dans ce sens. Et je crois que je ne souhaiterais pas avoir ce problème à la place de M. Poutine, mais les gens Vous l'auriez décoré de la Légion d'honneur? Comment? Vous l'auriez décoré de la Légion d'honneur? Je ne me serais pas interdit de le décorer à cause de cela, considérant qu'il s'agit d'une affaire de politique intérieure de la Russie, et par conséquent, comme j'ai eu cette attitude lors des conflits d'Algérie, je pensais que les pays étrangers n'avaient pas leur mot à dire dans ce conflit. Je considère que la Tchétchénie est de la même espèce, si vous voulez, de la même nature. Alors Jean-Marie Le Pen, sur l'outre-mer, est-ce que vous êtes surpris de vous retrouver en accord finalement avec vos trois principaux concurrents, que ce soit sur le maintien des abattements fiscaux, la surrémunération des fonctionnaires, l'octroi de mer, les congés bonifiés, les zones franches globales? Vous êtes d'accord sur tout? Oui, à ceci près que moi je voudrais dire à nos compatriotes d'outre-mer que je suis probablement le seul candidat qui est la volonté de garder les départements et les territoires
dans notre ensemble national. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que je n'ai aucune confiance, parce que je ne crois pas qu'il y ait de patriotisme européen, et je crois que l'Europe, si elle devait, ce qu'à Dieu ne plaise, si elle devait diriger notre vie et décider de notre avenir, eh bien, laisserait s'éloigner. Vous croyez que Sarkozy, Bayrou ou Royal permettrait ce qu'on appelle un largage de l'outre-mer? Oui, absolument, parce que je crois qu'ils sont européistes, Monsieur Bayrou l'étant le plus de tous, tous les trois. Mais je crois en effet que ça aboutirait à un largage. D'ailleurs, on l'a vu, le gouvernement français, y compris la droite française, a bien organisé ce genre de largage progressif en Nouvelle-Calédonie et dans nos possessions du Pacifique. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi il ne l'étendrait pas, parce qu'il est vrai que l'outre-mer pose un certain nombre de problèmes difficiles et par conséquent, certains auront comme méthode de s'en débarrasser comme ils se sont débarrassés d'autres problèmes comme celui de l'Algérie et quelques autres. Alors donc si vous êtes le seul candidat de l'outre-mer, entre guillemets, dans ces conditions, à quoi est-ce que vous attribuez votre faible score? Là-bas en 2002 par exemple, vous avez fait 4 fois moins bien qu'en métropole. Oui, c'est vrai, et pourtant je devrais être considéré comme quelqu'un de très proche, puisque la première fois que j'ai été élu député, mon deuxième de liste était un noir de la Martinique, qui était un Roger Sauvage, qui était commandant de l'escadrille Normandie-Niemen. Et par conséquent, j'ai témoigné à plusieurs reprises de mon attachement à l'égard de nos départements et territoires d'outre-mer, mais c'est vrai que un certain nombre de gens, quelquefois alliés d'ailleurs, entre indépendantistes et ministère de l'Intérieur, m'ont fait quelques difficultés d'accès à certains territoires. Voilà, la réciproque n'est pas vraie, de cet attachement. Vous n'avez pas voulu vous y rendre cette fois-ci, c'est à cause d'une crainte du mauvais accueil? Non, précisément? pas du tout. Vous savez, je peux vous dire par exemple qu'à la Réunion où j'ai 3 filleuls, la dernière fois que j'étais très bien reçu, à Mayotte aussi, à l'accueil triomphal même à Mayotte, mais pour des raisons qui sont aisées à comprendre, mais je me rends un peu partout et j'ai beaucoup regretté les manifestations de très petits dimension, parce que il s'agit de quelques poignées de gens pas du tout représentatifs de l'opinion de la Martinique ou de la Guadeloupe, qui se sont opposés à ma venue et qui ont causé d'ailleurs le plus grand tort au tourisme de ces régions, au tourisme caraïbe, parce que beaucoup de Français se sont détournés de ces beaucoup de métropolitains en particulier, se sont détournés de ces territoires, préféré aller en République dominicaine où l'accueil était plus favorable, plus souriant. Monsieur Le Pen, vous avez évoqué tout à l'heure la Nouvelle-Calédonie. Il y a un mouvement pour la Kanaki indépendante. Est-ce que vous regrettez les accords de Nouméa? Est-ce que vous pensez que ça a été une erreur ou est-ce que vous pensez qu'au fond, ça a quand même ça a pacifié le territoire? Oui, mais avec une promesse d'abandon. Par conséquent, j'y étais et je reste. Promesse de référendum. Oui, promesse de référendum, mais qui ne sera pas ouvert à tous les Français. Ça devrait vous faire plaisir. Ce sont les mêmes qui veulent faire voter les étrangers en France, qui interdisent à une certaine catégorie de Français de voter en Nouvelle-Calédonie. Alors ça me paraît tout de même assez contradictoire et assez critiquable. Alors est-ce qu'il n'est pas étonnant d'ailleurs de ce point de vue de vous trouver dans le camp des gens en faveur de la régionalisation outre-mer des concours nationaux? Oui, là, n'est-ce pas, il faut tenir compte, il faut être raisonnable. Et il faut à la fois essayer de diminuer la différence qu'il y a entre ces territoires et la métropole et qui tient à l'éloignement, mais il faut aussi tenir compte de cet éloignement, encore que les communications modernes permettent, des gouvernements beaucoup plus centralisés qu'on ne le faisait autrefois. Mais je ne suis pas hostile à une régionalisation raisonnable. Et une préférence régionale à l'emploi, par exemple? Oui, ça me paraît assez raisonnable aussi, parce que ces pays souffrent d'une surpopulation, enfin, si on ne peut pas parler de surpopulation, mais en tous les cas, ils ont un rapport très lourd entre la population et les emplois, et par conséquent, il est normal, me semble-t-il, qu'il y ait une préférence qui soit accordée. Je suis pour la préférence nationale pour les Français, je comprendrais très bien qu'on soit pour la préférence régionale, en tous les cas, pour ces départements et territoires d'outre-mer. Dans votre programme, il est fait état de la volonté d'utiliser souvent le référendum pour faire appel aux populations, pour leur demander leur avis.
pour les territoires d'outre-mer, notamment, vous pouvez multiplier les référendums et tout d'un coup, vous vous trouvez confronté à des envies indépendantistes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans votre étendue du champ référendaire? Oui, mais non, pas du tout, je crois pas. Je crois que le défaut de la démocratie française est son impuissance à résoudre beaucoup de problèmes, et en particulier à faire les réformes nécessaires, c'est de n'avoir pas la légitimité démocratique. En effet, l'Assemblée nationale, par son mode de désignation, par son mode de scrutin, ne représente pas 50% des Français. Et pour pouvoir faire des réformes importantes, il est nécessaire d'avoir un appui populaire large. Et seul le référendum est en mesure de le donner sur un sujet précis. On sait, par exemple, pour la réforme des retraites, s'il y a 70% de Français qui pensent de la même manière, eh bien, il sera beaucoup plus facile de résoudre le problème qu'il ne l'est si avec une minorité. Enfin, Monsieur Le Pen, vous connaissez trop la France. Vous vous rappelez la phrase du général de Gaulle, comment voulez-vous gouverner un pays où il y a 365 fromages? Vous connaissez trop la France. Est-ce qu'au fond, cette espèce de populisme que vous voulez développer, où chacun ferait un référendum pour un peu tout et n'importe quoi, ça sera impossible? Vous qui dites je suis un chef, comment vous allez gouverner? Écoutez, je prends quelquefois exemple sur un pays où tout ça ne marche pas si mal, qui est la Suisse, qui est notre voisin. La Suisse, c'est pas la France. Hein, quand même. La Suisse n'est pas la France, mais quand même, elle a une pratique démocratique qui me paraît constituer un modèle dans un certain nombre de cas, surtout quand on sait que chez nous, ça n'a pas marché, ou ça ne marche pas, ou ça marche mal. Alors à propos de la France, on se pose beaucoup de questions sur la nationalité. Comment est-ce que vous définissez, vous, la nationalité française? La nationalité, pour moi, ça dépend ce qu'on entend par nationalité. Vous faites sans doute allusion aux réserves que j'ai faites sur la capacité de M. Sarkozy d'être candidat à la présidence de la République. C'est que la nationalité, ce n'est pas seulement la possession d'un morceau de papier qui fait de vous un Français. Bon, ça le fait un Français légal, c'est vrai. Vous êtes un national français sans problème, sans discussion. En revanche, quand il s'agit d'une fonction comme celle de président de la République, qui nécessite, me semble-t-il, une incarnation du peuple et de la nation, eh bien, pour l'être, il faut vraiment être intimement du peuple que l'on veut représenter. Mais ça, c'est ma conception personnelle, qui est peut-être plus sévère que beaucoup d'autres. Et la nationalité, d'ailleurs, tout le monde s'y attache aujourd'hui. Ce que je disais il y a quelques années me valait être diabolisé, conspué, attaqué. Et maintenant, je constate que tous les candidats, sans exception, baignent dans le tricolore, l'amour de la patrie, l'amour de la France. Donc, Jean-Marie Le Pen, il faut un enracinement. Sarkozy, dans ce domaine-là, en remet une couche à chaque discours. Il faut un enracinement dans le terroir hexagonal depuis des générations. C'est-à-dire que ça se fait au fur et à mesure, ça. N'est-ce pas? Vous savez, je vais raconter une histoire un jour. Un de mes amis qui s'appelait Toscano, je lui ai dit, mais d'où êtes-vous, Toscano? C'est un grand violoniste. Et il m'a dit, je suis de Vannes. Je dis, vous êtes de Vannes avec un nom comme ça? Pourquoi dites-vous que vous êtes de Vannes? Il dit, je suis de Vannes parce que mes parents sont enterrés à Vannes. Et j'ai trouvé que ça avait une très grande profondeur, parce que moi, je suis de ceux qui pensent que la nation, ce n'est pas seulement un présent et un avenir, c'est la conception qu'en a M. Sarkozy, par exemple, c'est aussi un passé. Mais je comprends pourquoi il ne veut pas en tenir compte, lui, parce qu'en effet, il n'a pas dans ce domaine les attaches profondes que d'autres ont, que j'ai par exemple. Bon, mais c'est un grand passé, et la définition de Renan est là remarquable. Hein. Une nation, c'est d'abord et avant tout un passé, et ensuite une volonté d'être ensemble et de construire ensemble, comme on a souffert et peiné ensemble. Alors, Monsieur Le Pen, vous avez évoqué récemment dans un de vos discours, je crois, les problèmes des retraites, qui semblent très préoccupants pour le financement des retraites, et du vieillissement de la population. Vous avez dit, c'est vrai qu'on va avoir trop de personnes âgées. Et vous êtes dit, faudra réfléchir éventuellement à l'euthanasie. Non, j'ai pas dit ça, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis, comment dirais-je, par principe hostile, partisan de la vie. Bon, je suis en revanche prêt à envisager des solutions qui soient hostiles à l'acharnement thérapeutique. Parce qu'il est bien évident que nous allons avoir des gens qui vivent de plus en plus longtemps, et c'est une des carences de notre système politique et de nos politiciens de n'avoir pas tenu compte du fait qu'en 50 ans, nous avons gagné une durée de vie de 15 ans. Beaucoup plus importante. Par conséquent, la disproportion est de plus en plus grande entre le nombre d'actifs, d'autant que ça n'a pas été compensé, comme je le souhaiterais, moi, par une politique familiale et démographique active, et nous allons donc avoir de plus en plus de gens non actifs. Au moment où il aurait fallu envisager de retarder l'âge de la retraite, le gouvernement socialiste l'a avancé à 60 ans, ce qui était évidemment absurde. Au moment où les Allemands, par
très âgés, quelle est votre politique? C'est-à-dire sur les maisons de retraite, les soins palliatifs, l'euthanasie évidemment, la gériatrie. Oui, absolument. Je crois qu'il faut en tenir compte. C'est une des données de l'avenir et je crois que nous devons nous préparer à équilibrer nos dépenses publiques en relation avec ce phénomène. Il faut tout de même pas oublier quand on parle des morts sur les routes ou de ceci ou des accidents divers que nous avons laissé mourir 15 000 personnes le même mois. Il n'y a pas de si nombreuses années. Par conséquent, il faut en effet accompagner nos concitoyens à la fin de leur vie. Et il faut se préparer. D'ailleurs, il y a là une source d'emploi considérable à avoir des infrastructures capables de les recevoir dignement et d'accompagner la vie jusqu'à la fin d'une façon digne. Alors, puisqu'on parle d'âge, tiens, Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Olivier Besancenot. Il a 33 ans aujourd'hui, 45 ans de moins que vous. C'est un âge très redoutable pour les révolutionnaires. Vous lui souhaitez quoi? Je souhaite longue vie, parce que l'expérience apprend que quand les révolutionnaires prennent de l'âge, ils prennent aussi du bon sens. Et Gérard Chivardi, c'était son anniversaire hier, il a 57 ans. Ah bah écoutez, lui, c'est le terroir, quoi. Alors je vous écoute là depuis une quinzaine de minutes, Monsieur Le Pen. Vous correspondez assez bien à ce que disent tous mes confrères en disant que Le Pen, il s'est assagi. Alors est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est le nombre de campagnes électorales, j'en sais rien. Est-ce que dans cet assagissement, est-ce qu'il y a chez vous des regrets, voire des excuses à présenter sur des dérapages que vous avez pu avoir? Non, parce que j'ai considéré que c'est ce qu'on a appelé... Dérapages sur lesquels vous avez été condamné. Ce qu'on a appelé des dérapages était l'expression d'une pensée politique, d'ailleurs au demeurant très modérée. Alors quand vous parlez des points de détail, c'était pas un dérapage. Oui, écoutez, le point de détail, ça m'a coûté 150 millions de centimes. C'est le prix de la liberté de penser dans notre pays. Et vous regrettez pas de l'avoir dit? Je ne vois pas ce que cette formule avait d'outrageant pour qui que ce soit. Voilà, dire que les chambres à gaz étaient un élément relatif de l'histoire d'une guerre qui avait fait 50 millions de morts, ça ne me paraissait pas outrageant. Et je m'en étais expliqué d'ailleurs très bien dans une conférence de presse que seul un journal français avait publié, qui était le Quotidien de Paris. Tous les autres ne s'étant même pas donné la peine de rapporter ce que j'avais dit. Mais vous dites toujours un élément relatif, oui, alors qu'il y a eu 6 millions de personnes gazées. Oui, non, mais c'est votre affirmation, ça vous savez très bien comme moi, que tout le monde n'a pas été gazé. Des gens ont été fusillés, sont morts de faim, de misère, de froid, de maladie. Bon, par conséquent, ce n'est pas le cas. Moi, je ne visais uniquement cette question-là. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Bon. Je sais que c'est un sujet récurrent. C'est la seule chose qu'on peut reprocher à Le Pen. Parce que les autres mettent les mains dans la caisse, etc. Eux, il y a le sang contaminé. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Justement... Et comme on ne peut pas reprocher ça à Le Pen, alors on a un mot depuis 20 ans, le mot qui... D'ailleurs, je considère qu'on fait le même procès à Monsieur Sarkozy. Vous voyez, on diabolise Sarkozy sur deux mots qu'il a prononcés qui, ma foi, n'ont pas non plus. Non, mais vous pourriez vous dire, qu'on veut bien leur donner. Pourriez vous dire maintenant, oh bah oui, j'aurais pas dû le dire. Oh bah certainement par habileté politique, j'aurais certainement pas dû le dire, compte tenu du poids de mes adversaires et de l'importance qu'ils ont dans la vie politique française et dans le monde médiatique, ça c'est sûr. Alors je reviens, Jean-Marie Le Pen, à l'outre-mer auquel vous vous dites attaché. Comment est-ce que vous garantissez, comment est-ce que vous favorisez en tout cas le plein emploi outre-mer? Eh bien écoutez, par les mêmes méthodes que celles que je préconise pour la France, à savoir alléger la charge fiscale considérable, puisque nous sommes un des pays les plus fiscalisés du monde, libérer l'entreprise de ces des réglementations qui la paralysent, de façon à permettre à tout le monde, par l'espérance de gagner plus en travaillant, je dis même pas en travaillant plus, en travaillant. Je trouve normal que le travailleur, car il n'y a de prospérité que par le travail, et que ce soit du directeur général aux manœuvres, tout le monde doit pouvoir espérer retenir une plus grande part des bénéfices de son activité et ne pas voir les impôts lui ponctionner l'essentiel de ce qu'il gagne. Par conséquent, je pense que ces méthodes, appliquées aussi outre-mer, auront les mêmes occasions de bénéfices. S'appuyer sur les PME, essayer de créer là-bas, y compris par le télétravail d'autres entreprises, favoriser l'entreprise, c'est la seule méthode pour essayer de résoudre le problème de l'emploi ici et ailleurs. Juste un point là-dessus, vous savez que l'outre-mer est déjà très défiscalisé, beaucoup plus que la métropole, et ça ne suffit pas visiblement. Oui, bien sûr, c'est vrai. Eh ben, il faut faire mieux. Je voudrais vous poser une question d'actualité. Vous avez vu la terrible fusillade sur un campus américain, le problème des armes qui est posé là-bas. Quelle est votre analyse, votre réflexion sur la société américaine ?
La société américaine est une société de liberté. Virile, vous savez que la possession d'une arme aux États-Unis est consécutive à un amendement de la Constitution. Et il y a une célèbre formule, vous savez, Dieu fit les hommes inégaux, Colt les rendit égaux. Bon. Et donc, je ne crois pas du tout que ce soit un problème d'armes ni de pullulement d'armes. Parce que ce sont des hommes qui font les crimes. Ce ne sont pas les armes elles-mêmes. Bon. Et dans notre pays, par exemple, je crois que 80% des meurtres sont commis par des armes blanches. On va pas supprimer les couteaux, la guillole, sous prétexte que des gens ont poignardé quelqu'un avec. Ce que je crois que ça pose, c'est le problème des institutions judiciaires, pénales, financières. Et je dois vous dire que compte tenu en particulier du crime abominable de Bodain, n'est-ce pas, libéré sur parole, ayant bénéficié de 40 ans de remise de peine et assassinant 3 petites filles, particulièrement tellement abjectes que la salle entière pleurait lors du procès, tellement il était abominable. Et je dis qu'il faut la peine de mort, et surtout que nous avons été floués dans l'histoire de la peine de mort. Car on nous a dit, s'il n'y a pas la peine de mort, mais il n'y a pas non plus la peine à perpétuité. Alors voilà ce que moi je demande, au moins. Merci, Monsieur Le Pen.